Bienvenue dans votre émission L'influence par Béatrice Potoni. Votre émission où l'on découvre des personnalités publiques. Aujourd'hui, je reçois un homme, un chef d'entreprise, un homme au parcours inspirant, un visionnaire. Il est à la tête de l'agence de communication Au Maximum. Il a aussi créé sa propre maison d'édition, Omax Books. Et j'ai le plaisir de recevoir Alexis Onestas. Le principe de l'émission, je ne sais pas si tu connais ce principe-là, on doit dire la vérité, toute la vérité. Ah, moi je ne fais que ça. Tu ne fais que ça? Pas de souci. Ben, on va voir ça tout de suite puisque tu vas devoir jurer sur un objet symbolique. Ok, d'accord. Et j'ai choisi un objet pour toi. Ok. Voilà. J'ai vu ça. D'accord. Ah, un livre. C'est à fait. Un livre, Ah, je peux pas mentir. mais pas n'importe quel livre. D'accord. Je vais te laisser regarder D'accord. et découvrir ce livre. C'est suspense. Hop. Alors oui, j'ai bien un petit mot dans le D'accord. livre. Vous me connaissez. Comment dire? Je vais garder pour moi le mot? Bah, Ça comme reste tu pas. veux, si tu veux nous le Ok. dire, tu Bon, en tout cas, peux. il est très. Mais ok. D'accord, c'est un livre. D'accord. Ben voilà. C'est un livre. C'est un carnet, cahier, j'ai envie de dire. C'est un carnet. C'est un carnet. Un beau carnet. C'est un beau livre. Ça j'adore déjà. C'est un beau livre et c'est un carnet vierge. Et comme tu l'as précisé, qui me servira à parler de mon histoire, à graver mon histoire, parce que j'adore le fait que dans les objets physiques qu'on retrouve 10 ans, 15 ans, 20 ans après, c'est magnifique parce qu'aujourd'hui on est une génération vraiment digitale et les informations se perdent, se détruisent, disparaissent. Et les écrits restent, comme on dit. Donc vraiment, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Mais ça te touche, ça te plaît, Ouais, cet objet vraiment, symbolique? vraiment. Alors tu vas devoir jurer, c'est le Tout à principe fait. de l'émission. Je peux. Alors La main vas-y. droite, tout ça. La main droite Non, et on tout. lève la main droite, j'ai jamais Voilà. fait. Alors, moi, j'ai- Voilà. Voilà. Donc simplement la main droite sur le La main droite. Non, lève la sur main droite. l'objet et tu dis voilà, tu vas lever la main droite et de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je dis toute la vérité, rien que la vérité. Ben parfait. En Voilà. plus il dit qu'il a l'habitude, donc C'est parfait. c'est parti alors. Alexis, je vais te laisser te présenter parce que comme tu as dit tout à l'heure, tu fais énormément de choses. Ouais. Je sais, on te connaît surtout pour Omax Books. C'est ça. Moi, j'ai regardé. Incroyable, tu as créé ta propre maison d'édition. Merci. Voilà. Tu as commencé par une agence de communication qui Ouais. s'appelle Au Maximum. C'est ça. Et depuis, tu n'arrêtes plus. On ne t'arrête plus, en fait. Il faut, en fait, je pense que le but d'un entrepreneur, justement, c'est d'entreprendre. Mhm. Et c'est pas juste de créer une société pour avoir ensuite un salaire et juste rester pépère dans son petit coin. L'idée, c'est de lancer des nouveaux projets. Parfois, ils réussissent, parfois, ils échouent, mais en tout cas, d'en lancer. Donc oui, Au Maximum, c'est la maison d'édition. Au Maximum, en fait, est venu de toute ma pré-carrière adolescente de tagueur, rappeur, tout ça, etc. Au Max, c'est un peu mon surnom. Mhm. Et fast forward, j'ai bossé dans la mode, dans l'événementiel. J'ai lancé mon agence de communication. Et en cherchant un peu pas mal on va en parler, mais en cherchant un peu pas mal d'autres influences dans les bouquins pour justement développer mes structures, là, je me suis rendu compte qu'il y avait cette mine d'or dans les livres afro-américains. Et c'est comme ça que j'ai créé ensuite Omax Books. Alors, faut savoir que Alexis est marie-galantais. Oui, tout à Alors, fait. vous savez comment je suis avec la marie-galante, puisque moi-même, je suis marie-galantaise. Quand il y a un marie-galantais, je ne peux que le recevoir, parce Tout à que fait. nous, forts nous dit ça. Voilà, Nous, ils les nous ont marie-galantais sont forts. Il est de Cap-Esther à Marie-Galante. Mhm. Et non, mais il faut le noter. C'est très important de le dire. Je le précise d'ailleurs, moi-même, quand je me présente, Voilà. je ne dis pas que je viens de la Guadeloupe, je dis je viens de Marie-Galante. Tu viens de Donc, Marie-Galante. c'est Donc important. voilà, vous avez vu tout Voilà. ce qu'on a dans la Caraïbe quand même. Tout à fait. Voilà, c'est bien. Donc, j'ai encore doublement plaisir de le recevoir. Merci. Alors, tu as quel âge, Alexis? J'ai 42 ans, 42 ans. Ouais. Tu es un jeune homme. tout à fait. Très bien. À quel âge tu as commencé réellement à entreprendre? À entreprendre à 16 ans. 16 Parce ans. que mon magazine, même si c'était associatif et même si c'était un petit projet, pour moi, ça a été le début de l'entrepreneuriat puisque j'avais des missions, j'avais des rôles, je prenais de la publicité, donc il y avait de l'argent, j'avais des comptes à rendre à des personnes qui prenaient de la publicité dans le magazine. Donc pour moi, j'ai commencé à entreprendre à 16 ans. Après, ma réelle première vraie société, c'était à 20 ans. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de créer une société? Est-ce que tu avais des parents entrepreneurs Pas ou... du tout. Mais D'accord. tu sais, ça vient du hip-hop en fait. Mhm. Le hip-hop, il y a une sorte de proverbe qui est le do it yourself. Et à un moment donné, quand tu as envie de faire quelque chose,
tu te rends compte que t'as pas forcément d'aide, pas forcément de subvention, que personne va te tenir par la main pour aller le faire. Souvent, en fait, on n'avait même pas en plus les occasions d'aller, on savait même pas que ce genre de travail existait, tu vois, journaliste, communicant, on savait pas comment le faire. Donc la première chose à faire, c'était de créer sa propre société pour pouvoir se lancer et s'entraîner. Et comme personne nous donnait vraiment notre chance, on le faisait par nous-mêmes, donc le do it yourself. Donc c'est comme ça que c'est venu. J'ai pas été un grand visionnaire d'un point de vue entrepreneurial en me disant que je vais monter une société. C'est juste qu'il fallait le faire et qu'une fois que tu as demandé 2-3 fois et qu'on t'a dit non, tu le fais tout seul. D'accord. Donc tu as commencé à 20 ans, ta Exactement. première structure. Et ensuite, comment ça arrive, cette société d'édition? Alors, justement, au maximum, donc grand succès, on a bossé avec énormément d'artistes, rap, pop, afro-caribéen, vraiment plein d'artistes différents. Et donc je cherche à développer toutes ces activités-là et je commence à lire des bouquins. Donc je lis les bios de Elon Musk, de Steve Jobs, voilà, de Richard Branson. Tu étais à fond dans le développement personnel. Exactement, vraiment, développement personnel, entrepreneuriat, vraiment pour trouver un peu d'autres sources. Et au fur et à mesure, je me rends compte que ces personnes ne me ressemblent pas. Qu'on n'a pas les mêmes parcours, qu'on n'a pas les mêmes destins, qu'on n'a pas les mêmes départs, moi j'ai pas de garage chez moi où je peux lancer Apple avec voilà plein de choses comme ça. Et pareil, il y a aussi quand je fouille un peu avec les mises de départ des parents qui les ont aidés, Elon Musk, toutes ces problématiques un peu africaneurs, etc. C'est un peu compliqué. Donc je me dis bon, très bien, je respecte leur parcours, mais c'est pas le mien. Donc c'est pas là que j'ai trouvé de l'inspiration. Donc je commence à lire des bouquins d'entrepreneurs et d'artistes afro-américains. Et là vraiment c'est un choc. Le premier livre que je lis vraiment du début à la fin en anglais, c'est celui de Steve Stout, qui est le partenaire d'affaires de Jay-Z, un peu pour résumer. Et là je me prends vraiment une claque parce que il vient, alors le parallèle, toute proportion gardée bien entendu entre la France et les États-Unis, mais il vient des quartiers comme moi. Il a été élevé par des parents qui sont originaires de la Barbade, si je me trompe pas. Il a commencé au plus bas de l'échelle avec des artistes en étant assistant de l'assistant des artistes. Personne lui a rien donné et il a créé une société qui s'appelle Translation, qui est une agence de communication énorme, qui bosse avec la NBA, qui bosse avec HP, qui bosse avec plein de personnes vraiment, plein de structures vraiment énormes. Et je commence à lire énormément de livres comme ça afro-américains. Et le dilemme, c'est un peu comme quand tu vas au cinéma et que tu veux parler d'un film que tes amis n'ont pas vu. T'as beau décrire un peu l'explosion, t'as beau décrire la scène, s'ils ont pas vu, ils ont pas vu. Et là, moi, j'ai des livres autour de moi, j'ai énormément d'informations, j'ai énormément de valeurs, mais je peux les partager avec personne. Parce qu'en plus, il y a la barrière de la langue. Bah oui. Parce que même si on parle anglais, en tant que francophone, se pencher dans un livre en anglais du début à la fin, c'est quand même une gymnastique pour le cerveau qui est assez particulière. Oui. Et donc, je me décide à aller aux États-Unis pour autre chose. C'était pour du business plus musical. Mais je prends rendez-vous avec des maisons d'édition. Et je leur pose la question. Alors, la magie déjà des États-Unis, c'est que quand tu prends rendez-vous sans même être dans le milieu, on te répond, on te reçoit pour que tu puisses poser ta question. Et là, on m'explique que ce sont les maisons d'édition françaises qui ne sont pas intéressées par les traductions de livres afro-américains. Parce que le public parce qu'il n'y aurait pas de public. Parce que les auteurs ne seraient pas des vrais auteurs, parce que ce sont des artistes, parce que on a cette exception culturelle française qui fait que ces livres-là ne fonctionneraient pas en France. Et moi, il y a mes deux cerveaux qui se battent en duel. Il y a mon cerveau un peu capitaliste qui me dit, fonce, là, il y a une idée, quelque chose à faire. Et il y a mon cerveau un peu au niveau de la revendication qui me dit, s'ils veulent pas le faire, on va le faire nous-mêmes, comme d'habitude, comme le do it yourself dont je te parlais. Et les deux fusionnent et je lance, et je repars avec le contrat d'Issaré. Le premier livre qu'on a traduit, et je repars avec le contrat d'Issaré sans savoir, pas du tout, sans savoir ce qu'on va faire, mais je sais pas comment monter une maison d'édition, je sais pas comment traduire, je sais pas comment éditer, distribuer, mais je pense que c'était très important, donc je me suis lancé comme ça. D'accord. Comment tu expliques justement que ces grandes maisons d'édition françaises ne se sont jamais intéressées justement à ces livres-là Quand tu connais le lien entre les grandes institutions et la culture d'un côté hip-hop, de l'autre afro, ça a toujours été le même schéma, constat, même schéma. En fait, quand tu prends la musique rap, au départ, c'était une sous-culture, c'était une musique qui fonctionnerait jamais, c'était une mode avec Sydney, HIP, HOP, et qui allait s'arrêter quand l'émission s'est arrêtée. On n'a jamais pris au sérieux, en réalité. Quand tu vois que Kassav est le plus grand groupe français, statistiquement parlant, quand on parle de concerts, quand on parle d'expansion internationale, et qu'au final, Kassav n'a jamais été reconnu à sa juste valeur par rapport à ce qu'ils ont amené à la culture, en fait. Et donc,
ça a toujours été le même schéma, et c'est un schéma qui se reproduit encore aujourd'hui avec la mode. Quand on voit que seulement aujourd'hui que Pharrell arrive chez Louis Vuitton, tout ça, c'est toujours le même schéma, en fait, en gros. Et pour les bouquins, il y avait tout un tas de livres laissés de côté. Et avec Omax Books, j'ai vraiment décidé de casser ce schéma encore une fois, après la musique, après la mode, après la culture de manière générale. Mais je pense que ça s'explique par le manque de connaissances, par le manque d'échanges. C'est-à-dire que quand il n'y a personne de notre communauté dans ces structures, quand il y a personne qui est lié à la culture, qui collabore avec des grandes institutions, elles peuvent pas savoir. Parce que c'est un entre-soi phénoménal. Et tant que cet entre-soi-là ne sera pas cassé, ils passeront à côté de choses. Bien sûr. Mais après, c'est des opportunités. Bien sûr. Ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est que tu te lances quand même dans l'édition et que tu ne connais rien du tout à l'édition. Ça, c'est incroyable parce que en général, quand on se lance dans quelque chose, on essaye de se dire on connaît un minimum de ce métier-là. Et je crois que c'est ce qui fait aussi le point commun de pas mal de grands chefs d'entreprise que je connais, qui me disent souvent, non, moi, j'y connaissais rien, je me suis lancé dans ce milieu-là et j'ai appris sur le terrain, en fin de compte, en faisant. Et je trouve que, c'est super. Et surtout, où je voulais en venir, c'est on voit la plupart du temps que ceux qui réussissent souvent ils arrivent dans quelque chose où il y a un besoin. Tout à fait. Et ce besoin-là, cette représentation dont tu parles, ces représentations de l'homme, de l'afro-américain, des Antillais, des Caraïbéens, on le trouve effectivement dans l'édition, de toute façon. Et on voit que nos jeunes aujourd'hui n'ont pas cette représentation. Et effectivement, tu viens de Marie-Galante, et moi aussi, quand tu dis tu n'avais pas de garage, oui, effectivement, nous, on n'avait pas de garage, on n'avait pas les parents derrière nous qui n'avaient pas de moyens. Souvent, nos parents étaient des agriculteurs, des paysans, et le monde dans l'entrepreneuriat, ils ne connaissent pas du tout. Souvent, on n'a même pas de chef d'entreprise. Voire même, c'était quelque chose qui n'était pas logique, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord avoir un travail et construire sa vie avant même de penser à entreprendre. Exactement. D'ailleurs, être chef d'entreprise chez les Antillais, c'est pas c'est pas ce qu'on nous apprend en premier. Exactement. De toute façon. Donc, comment tu expliques que toi, qui viens de ton île Marie-Galante, sans cette représentation, tu dis que justement, j'avais pas de représentation autour de moi, je lisais des bouquins qui ne me ressemblaient pas. Comment ça arrive, ce déclic de se dire, je vais faire? C'est un peu ce que j'explique souvent quand les jeunes me posent la question de si j'ai un conseil à donner pour entreprendre, etc. C'est que je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont un peu déformé l'esprit en pensant que la réussite est instantanée. C'est-à-dire que entreprendre, c'est justement, c'est un processus. C'est pas juste un acte, voilà. Et moi, en fait, je me suis lancé, mais tu vois, j'ai pas lancé, par exemple, je suis pas parti avec 5 ou 10 contrats pour les bouquins. Je suis parti avec un contrat. J'ai appris à traduire, j'ai appris à faire, j'ai fait des erreurs. J'en parle beaucoup dans le bouquin que j'ai écrit. Tu vois, j'ai fait des erreurs. On a dû réimprimer pas mal de choses parfois. On a dû, perdre de l'argent avant d'en gagner. Et ça, c'est un process que l'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens voient une marque de vêtements, une méga star la porter, et puis ça part et la marque devient incroyable. Mais derrière, on voit pas les heures d'essais, de sérigraphie, de tout ça. Et c'est pareil avec le monde de l'édition. J'ai eu énormément de refus avant. J'ai eu des bouquins qui ont moins bien marché que d'autres. Là, le bouquin que je sors où j'explique l'histoire, il y a j'ai pris 1 an pour l'écrire. Omax Books, c'est une aventure de 5 ans maintenant. Donc voilà, avant d'arriver à 50 Cent, je me suis pas levé un matin en disant je vais bosser avec 50 Cent. Et donc le principe est là, c'est de savoir que ça va être un long chemin, que c'est un marathon, comme disait le rappeur Nipsey Hussle, et que il faut se lancer. Et donc ce que je disais par rapport aux jeunes, c'est que il faut pas avoir peur de commencer petit, de commencer par un projet, en sachant que ce projet-là ne sera pas l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on va faire, et surtout que ce projet-là sera moins bien que celui que tu vas faire dans 2, 3, 4, 5 ans. Et ça déjà, si on arrive à passer ce message-là ensemble à la jeunesse, c'est déjà pas mal, parce que moi, c'est comme ça que je me suis lancé, c'est en me disant, testons, essayons. Peut-être que Issaré, le premier bouquin, allait être le dernier bouquin que j'allais faire, parce que si ça n'avait pas marché, j'aurais pas continué. Mais le succès d'Issaré m'a permis de sortir celui de Common. Celui de Common m'a permis de sortir celui de Taraji, etc., etc. On n'a jamais fait les choses tout de suite en misant $1 million sur une idée. On a vraiment appris les choses. Oui, de toute façon, c'est bien de l'expliquer à nos jeunesse. Exactement. Parce qu'on croit souvent, parce que, comme tu dis, malheureusement, les réseaux sociaux nous montrent que parfois on peut réussir très vite, très fortement, et parler en termes de millions, avoir des jets privés. Moi, ça fait quand même quelques années que je travaille, je suis toujours pas en jet privé. C'est ça. Donc, et même si, je te le souhaite,
Bah oui. Voilà. Qu'on puisse aller à Margarante un jour en jet privé, ça serait vraiment super. Mais dans l'idée, ne pas oublier les heures passées derrière. Et ça, c'est même si tu prends aujourd'hui Jay-Z, Michael Jackson à son époque, tout ça, les heures de travail derrière, ça, on ne le voit pas sur les réseaux sociaux. Ouais, non, mais c'est clair, on ne nous montre pas tout ce processus, Exactement. puis toutes ces défaites et ces échecs, parce qu'on en a énormément, et parfois il faut pouvoir sortir et continuer. Quand on sort d'un échec, c'est pas toujours évident. Tout à fait. Voilà. Et comment tu passes justement, parce que tu nous as parlé effectivement de 50 Cent, moi je me dis, oh, il a rencontré 50 Cent, c'est génial, il a édité 50 Cent. Comment ça s'est passé ta rencontre avec lui? Bah, c'était un peu dur et justement, ça fait partie d'un peu des histoires que je raconte pour vraiment faire comprendre. Quand je rencontre 50 Cent, je sors d'un gros succès avec Rick Ross, un autre rappeur américain. On a vendu 10 000 bouquins. Donc moi, je me crois sur mon petit nuage en me disant, bon voilà, maintenant toutes les portes sont ouvertes. 10 000 bouquins, faut savoir qu'en France, c'est énorme. Le succès d'un bouquin, c'est 1000 ou 2000 bouquins en maison d'édition indépendante. Là, quand on passe les 10 000, voilà, c'est vraiment, vraiment top. Et donc, 50 Cent, j'apprends qu'il vient en France. J'essaye par tous les moyens de le rencontrer par le biais de son équipe française, et que ça soit son producteur de spectacle, le média qui était rattaché à tout ça, bref, voilà, toutes les personnes autour, personne n'est capable de me dire, voilà, viens, mardi à telle heure, il sera là, et pourtant, c'est des personnes que je connais depuis très longtemps, mais il y a ce manque de dynamisme franco-français qui me retombe encore dessus. Et donc, ben, en fait, encore une fois, le do it yourself. Il a 4 dates de concert, Nantes, Strasbourg, Nice et Paris. Je prends mes 4 places. Tout seul. Je prends mes 4 billets de train, mes 4 chambres d'hôtel, et je débarque sur la première date à Strasbourg. Et là, je vois des Américains qui sont en fait, qui gèrent le merch. Donc, ils vendent des t-shirts, des casquettes et tout, etc. Et je leur explique que je suis l'éditeur français de 50 Cent, que j'arrive pas à le connecter par le biais des Français. Ils me disent, mais en fait, t'es l'éditeur français, on bosse pour lui, tu bosses pour lui, on bosse tous ensemble. Viens à la fin du concert et tu rencontreras, quoi. Et ça, c'est la magie, encore une fois, des États-Unis, c'est que une fois que t'as fait tes devoirs et que t'as fait ton boulot, ça va super vite. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, je le rencontre à Strasbourg pendant son concert, après le concert. Et il est super content parce qu'il faut savoir que les contrats sont signés par la maison d'édition, par ses agents, moi par ma maison d'édition, etc. Donc, avant que l'information arrive à ses oreilles avec tout ce qu'il a à gérer, il y a quand même un certain step. Et donc, c'est bien de leur ramener le bouquin en main propre pour les rencontrer, pour qu'ils puissent le voir. Et super content que son bouquin soit traduit en français parce que malgré tout, le français reste une langue littéraire, le cachet, tu vois, voilà. Ça existe vraiment, le cachet français, non, vraiment, pour vraiment, les Américains. Voilà, Louis Vuitton, etc. Bah oui, voilà, c'est très, très important. Et donc voilà, en plus, il était super content que ça soit quelqu'un qui lui ressemble, qui soit occupé de son bouquin parce qu'il y a des petits paramètres vocaux, des petits paramètres de langage que seul quelqu'un de la culture peut comprendre. Et donc, super content, super feeling. Et c'est quelqu'un, à partir du moment où tu l'as connecté pour un travail très sérieux, reste en contact avec toi. Donc, c'est vraiment cool. Et comment il est en tant que personne? Franchement, c'est quelqu'un qui a vécu, tu sais, c'est quelqu'un de simple parce qu'il a vécu le pire. D'accord. À partir du moment où ta mère s'est fait assassiner, où t'as dealé, où t'as été en prison, où on t'a tiré dessus, où t'as frôlé la mort, où t'as perdu ton contrat musical avec Sony, puis Dr. Dre te rattrape et fait de toi une méga star. À partir du moment où t'as vécu ça, les problèmes, tu les relativises, je pense. Tu vois, vraiment. Je pense, oui. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un de simple, qui aujourd'hui est super heureux avec ses séries, qui est super serein. Donc voilà, franchement, moi j'étais très très satisfait de ma rencontre avec lui. Super. Et combien tu as vendu de bouquins de 50 On est bientôt aux 10 000 avec 50 Cent aussi. Bientôt voilà. 10 000 aussi, bien sûr, incroyable, super. Ça avance très très bien et voilà. Super. Je suis super content. Quelle est la personnalité justement dans toutes les personnalités que tu as déjà éditées et que tu as rencontrées et qui t'a le plus marqué? Waouh. Si, elles m'ont toutes marqué d'une certaine manière. Hein. Parce que Rick Ross, c'est vraiment le bling-bling à souhait, le clinquant. J'ai vu que tu lui as remis en plus à la Carrière One Love. Exactement. C'était à la Carrière One Love, on lui a remis le prix des 10 000. J'avais moi-même chez moi plein de disques d'or, de platine, de diamants sur les communications que j'ai pu faire et sur les productions de plein d'artistes différents. Je me suis dit, puisqu'on a atteint un chiffre un peu symbolique, on va aussi le faire pour les bouquins. Et donc, on lui a remis le prix comme ça. Et j'avais rencontré aussi à Paris. Non, mais je pense qu'il s'arrête. Je pense que parce que déjà, c'est notre premier livre. Voilà. C'est parce que c'est une femme extraordinaire, vraiment, qui change la donne au niveau à la fois de la position de la femme et à la fois de la position des Noirs dans ce business. Elle réalise, elle produit, elle écrit, elle joue. Enfin, c'est incroyable. Elle entreprend dans les restaurants, dans la cosmétique, dans l'alcool. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment focus sur ce qu'elle fait. Et donc il s'arrête parce qu'en plus j'ai rencontré à Cannes pendant les Cannes Lions
Oui. Et que vraiment ça a été une rencontre un peu particulière parce que le matin même, je savais pas que j'allais à la Cannes. Parce qu'en fait, son équipe m'a appelé en me disant on est à Cannes, parce que Paris, voilà, Paris-Cannes, c'est 2 heures, hein, bien entendu. Hein, on est à Cannes, on est là ce soir, passe à la soirée, on t'attend. Donc j'ai pris un avion pour le coup, et je me suis dit là, j'ai débarqué à Cannes et je l'ai rencontré comme ça. Donc c'était un peu surprenant et intéressant. Intéressant, ça a été magique, parce que ça a l'air d'être une femme incroyable. Ah ouais, tu non, dis, vraiment, elle fait tout. Vraiment. Et qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as tiré de cette femme, justement? Alors, j'ai appris quelque chose de très important, qui a un peu changé ma vision de tout mon travail. C'est qu'en fait, c'est une Sénégalaise d'origine, donc elle parle français aussi. Ah, d'accord. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, je me suis rendu compte de ce que j'amenais en fait aux auteurs. C'est-à-dire, j'avais toujours pris mon activité par le prisme de ce que j'amenais aux lecteurs. C'est-à-dire que j'amenais des connaissances qu'ils n'auraient pas forcément pu avoir parce qu'ils étaient encore en anglais. Mais avec elle, en discutant avec elle, je me suis rendu compte du fait qu'elle soit américaine, africaine et et qu'elle parle français. Je me suis rendu compte que j'amenais à un auteur américano-américain qui parle anglais une ouverture à 300 millions de francophones dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, quand je prends le livre d'Issa Rae qui est vendu aux États-Unis et que je l'amène en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Canada, en France, en Belgique, aux Antilles, dans le monde entier, je me suis rendu compte grâce à elle que j'amène une seconde vie à un travail de quelqu'un, tu vois, qui est une personne, mais qui je lui permets de rayonner vraiment dans le monde entier. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier comme sensation parce que, elle était très fière de ça. Et tu t'es pas rendu compte de cette impressionnante, parce qu'on est nombreux quand même. Oui, tout à fait, ça. Les Africains, les Caribéens. Voilà, j'ai fait les calculs, 300 millions, c'est ça. Et effectivement, tu t'es dit, waouh, effectivement, j'apporte ça quand même à ces personnes qui sont déjà très connues. C'est ça. Mais dans la Caraïbe et en Afrique, ils ne le sont pas tant que ça. J'ai toujours vu l'aspect lecteur, mais 50 Cent, grâce à moi, alors là c'est vraiment en toute humilité, c'est vraiment un calcul, grâce à moi, son bouquin est lu par des Français. Et là en fait quand tu penses à ça et quand tu te poses là-dessus, tu te rends compte de ta mission, de ton obligation, de la qualité de la traduction, de la qualité de la couverture, de la qualité de tout ça, tu te rends compte que ton travail doit être vraiment minutieux parce qu'un livre ça reste, c'est gravé, c'est pas comme si tu pouvais changer un truc, c'est très 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 important de bien faire parce que tu amènes justement à ces personnes un prisme qui s'ouvre en fait à beaucoup de personnes. Quoi. Je rappelle d'ailleurs à notre jeunesse, il faut lire. Ah oui, c'est important. Très important. Très important. Moi, j'ai beaucoup lu. J'ai toujours dit que les livres m'ont sauvé. Ah non, mais oui, clairement. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai, moi, les livres m'ont sauvé. Parce que j'avais pas beaucoup d'éducation, j'avais pas de parents qui pouvaient m'aider au niveau financier et même pour faire les leçons. Et les livres m'ont beaucoup aidé. J'ai tout appris dans les livres. Et surtout, ce que j'aimerais préciser par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il faut lire ce que vous voulez lire. Il faut pas. En fait, les gens, c'est pas que les gens n'aiment pas lire, c'est qu'ils n'ont pas les bons livres entre les mains. Si vous avez besoin ou envie de lire un livre sur les fleurs, n'allez pas chercher des livres qu'on vous oblige à lire. Alors, lisez les livres que vous devez lire à l'école, ça pas de souci. Mais quand vous voulez acheter un livre, si vous voulez acheter un livre sur quelque chose d'aussi entre guillemets simple que la musique, le foot ou quelque chose qu'on considère comme populaire, n'hésitez pas. Parce que l'idée, c'est de lire ce qui vous intéresse et peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez lire des livres de plus en plus techniques, intéressants et professionnels. Mais si votre passion, c'est les éclairages, lisez un livre sur les éclairages. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé de lire uniquement des livres de grande littérature française ou de grande littérature qui ont été imposés et décidés. Lisez ce qui vous plaît. Tout à fait. Et ça, c'est très important. C'est bien. Où est-ce que tu en es actuellement dans tes projets ? Là, en fait, on a passé... Alors, après la sortie de 50 Cent, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait tout fait au fur et à mesure parce qu'on gère les droits, on traduit, on édite, on distribue. Donc, tout ça, on le fait vraiment en interne. Et je me suis rendu compte que j'avais pas assez travaillé la logistique globale de tout ça parce qu'on a tout fait au fur et à mesure. Bien sûr, ok. Donc, en 2024, on a vraiment pris le temps de tout remettre à jour. Le site internet, le partenariat de distribution, on va vraiment tout le temps mettre à jour, l'équipe aussi au niveau du marketing, tout ça. Et là, on a commencé en 2025 à redesigner notre couverture aussi pour avoir un style de couverture pour tous les bouquins, on puisse avoir des collections. Et donc là, en 2025, on a déjà 4 livres de prêt à sortir. Donc en l'occurrence, Nipsey Hussle, qui est un grand rappeur de Los Angeles qui a amené beaucoup de choses dans la mentalité entrepreneuriale hip-hop. On a Gucci Mane,
Pareil, quelqu'un qui est revenu des enfers, voilà. Un peu de prison. Exactement, tu vois, et de la drogue et tout ça, et qui s'en est sorti et qui aujourd'hui est un modèle de réussite. DJ Khaled, voilà, pareil, quelqu'un qui a eu un parcours incroyable et qui a des clés, voilà. La mère de Kanye West, qui a écrit un bouquin sur comment elle a élevé son fils et qui explique beaucoup de choses par rapport à le personnage controversé qu'il est devenu aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et je peux pas encore en parler, mais on va donner quelques indices, mais on est à la finalité de la signature du contrat, du bouquin comment je peux te dire ça sans dire son nom, d'un rappeur décédé, malheureusement, de Los Angeles. Le plus grand rappeur décédé de Los Angeles. Écoute, moi, je peux pas le dire, mais tu l'as dit. Voilà, tu l'as dit. Donc, je te laisse le dire. Et voilà. Donc, on annonce ça bientôt, voilà. Donc, on est super fiers de ça, et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais aimé éditer? Jay-Z qui est mon modèle absolu. J'ai eu la chance de rencontrer Steve Stout, qui est pareil. Je l'ai rencontré à Cannes et avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Et c'était incroyable d'être à une personne de Jay-Z. Tu sais, on dit qu'on a tous à 5 personnes, tout ça. Là, maintenant, je suis à une personne. Et il y a son bouquin. Rock Nation, sa société est d'accord pour que je le fasse. Moi, bien entendu, je suis très, très d'accord, mais c'est l'illustrateur du bouquin qui demande une somme folle pour qu'on réutilise ses dessins. Et donc, ça bloque un peu pour le moment, mais en tout cas, voilà, la connexion est faite et j'espère qu'un jour, on pourra le faire. Allez, on croise les doigts pour toi. Voilà. Où Jay-Z sort un bouquin sans illustration et comme ça, on pourra le faire avec plaisir. Bon, Jay-Z, si tu nous entends, voilà, jamais. Exactement. Mais c'est mon goal absolu. Alors, on a beaucoup parlé de ton métier, mais alors, avant de parler d'autre chose, j'ai vu que tu es professeur d'économie numérique à la Sorbonne. Oui, rien que ça. Tout à fait. Tu trouves le temps en plus d'être professeur? Ouais, parce que transmettre, c'est quelque chose qui me passionne, en fait, vraiment. Et alors, c'est hebdomadaire. C'est une fois par semaine, je suis pas tous les jours là-bas. Mais ça m'est tombé dessus. Je te raconte ça rapidement, mais en fait, et c'est pour ça qu'il faut toujours vous donner un fond, parce que vous savez jamais quelle porte vous allez ouvrir. Et il y a un ancien stagiaire à moi qui fait sa soutenance. Et on me demande, en fait, sa soutenance est super intéressante par rapport à ce qu'il a fait. Et on me dit, mais c'est super, ça. Et on me demande de venir présenter mon entreprise à la Sorbonne. Donc, moi, il faut savoir que j'ai fait mes études à Saint-Denis, à Paris 8, donc qui est une université très qualitative, mais beaucoup moins renommée que la Sorbonne. Et donc, pour moi, quand je rentre à la Sorbonne, pour moi, c'est un peu Harry Potter, quoi. Tu vois, c'est quelque chose de très, très gratifiant. Et donc, j'arrive avec une présentation incroyable, des PowerPoint, j'explique ce que je fais. Ça devait durer 10 minutes, en fait. Il m'avait pas dit le temps, mais je devais juste venir présenter ça rapidement. Moi, j'arrive avec un truc d'1 heure. En fait, on me dit, ouais, mais en fait, ce que vous venez de faire, là, ça s'apparente à un cours, quoi. Donc, vous parlez bien, les élèves étaient captivés. Est-ce que ça vous dirait qu'on travaille ensemble? Et donc, on m'a proposé d'écrire un cours autour de l'économie numérique. D'accord. Et donc, voilà. Et donc, c'est une opportunité comme ça qui est arrivée. Exactement. Parce que j'ai fait plus que ce qu'on m'avait demandé. Tout à fait. Et on m'a remarqué. Très important. Je dis toujours, il faut donner plus de valeur à chaque fois. On ne savait jamais qui regarde, qu'est-ce qui va arriver derrière. C'est très important. Donc, mais incroyable. Expérience de fou. Expérience incroyable. Et surtout que, tu vois, ça a été une petite revanche un peu sur la vie parce que comme je l'ai dit, moi, j'ai grandi en 93. Et tu sais, lorsque on avait beaucoup moins d'informations à l'époque, et lorsque j'ai fait mes vœux après bac, au final, nous, élèves du 93, on nous envoyait en priorité à Villetaneuse ou à Saint-Denis, les 2 grandes facs du 93. Alors qu'on pourrait nous envoyer à la Sorbonne, à Sciences Po, etc. Mais ça, on nous en parlait pas à l'époque. Et comme on avait moins d'informations parce que pas Internet, etc., on allait là où on nous envoyait. Donc moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait de la communication et qu'à Saint-Denis, c'est très, très, très réputé. Mais j'aurais pu aller à la Sorbonne faire des études. Sauf qu'en fait, on m'a pas proposé, on m'a pas dit, on m'a pas informé, on m'a laissé ça de côté. Et revenir 20 ans plus tard en tant que professeur dans l'université qu'on a voulu me cacher, je trouve que c'est une belle revanche sur la vie. C'est une belle revanche. Ah oui, incroyable. Voilà. Super. Bah écoute, moi je prends une claque. Vous savez, pour m'impressionner, il en faut beaucoup. Merci. Donc, on a parlé un petit peu de ta carrière. Bon, maintenant, on va parler un petit peu des choses un petit peu plus privées. Bien sûr. Puisqu'on a dit, à part ça, que tu étais Marie-Galantais, mais bon, on veut en savoir un petit peu plus. Tu es un homme... Tu as une belle carrière, j'espère qu'elle sera encore plus riche et encore très longue. Comment tu arrives justement à allier les deux, cette vie publique, de personnalité publique, et ta vie privée? C'est simple en fait. Tu sais, quand tu es entrepreneur, je pense que, en tout cas moi, j'ai décidé de ne pas les séparer, simplement, et parce que je pense que je suis entrepreneur tout le temps. J'ai tout le temps des nouvelles idées.
On sait jamais comment se dire qui va écouter, qui va se rencontrer, qui tu vas rencontrer. Et tu vois, j'ai une petite fille qui va bientôt avoir 10 ans et elle m'accompagne partout parce que je pense que c'est quelque chose de très très important qu'elle comprenne ce que fait son père quand il est absent et surtout où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, quel est son métier, parce que quand tu es entrepreneur, elle te voit à la fois gérer des livres, à la fois gérer des artistes, à la fois gérer de la documentation, de l'administratif, etc. À la fois, tu rentres avec un disque d'or, mais à la fois, tu fais des livres. Enfin, voilà. Si tu n'expliques pas concrètement à un enfant ce que tu fais, ça peut être très compliqué. Donc, l'idée, c'est, voilà. Et par exemple aussi, quand on prend des vacances, voilà, on va à Marie-Galante, même voit travailler, on vient en Guadeloupe pour travailler, elle comprend ce qui se passe. Donc, il n'y a pas vraiment de... Là, je pars bientôt à New York pour vraiment... j'ai monté ma société aux États-Unis. Je pars bientôt à New York pour vraiment entreprendre là-bas. Elle va m'y rejoindre au fur et à mesure, on va faire des échanges comme ça, et je trouve ça super. On a la chance de pouvoir maîtriser notre propre agenda. Donc, je lis, moi, ma vie avec... voilà, en tout cas, j'ai jamais réussi, jamais voulu vraiment séparer le tout. Et là, aujourd'hui, tu vis plus en métropole ou aux États-Unis Alors là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je finis ma saison là, de 2024-2025 à Paris, là voilà. Mais à partir de septembre, je vais vraiment inverser la tendance. D'accord. C'est-à-dire que je serai beaucoup plus à New York qu'à Paris parce que c'est là-bas que sont les maisons d'édition. C'est une énergie totalement différente et je pense avoir fait le tour aujourd'hui de ce que j'avais à faire dans l'événementiel, dans la musique, dans l'édition en France. Il y a ce plafond de verre qu'au final, avec l'âge et avec l'expérience, j'ai même plus envie de casser en fait. Parce que je me suis rendu compte que qu'à compétences égales, il se passait beaucoup moins de choses pour nous. Et le fait d'avoir bossé avec Omax Books, beaucoup avec les Américains, je me rends compte que, sans faire du tout d'idéalisme, mais là-bas, en fait, dans le pays du business, au bout d'un moment, quand tu travailles, tu vois la différence, quoi. Donc, pourquoi m'idéaliser un pays? Pourquoi me dire, si j'étais là-bas, j'aurais réussi à... Non, aujourd'hui, en fait, c'est assez simple d'y aller, c'est simple de voir où tu peux habiter. En fait, ce que je dis souvent, c'est que nos parents, qu'on soit des Antilles, d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'Asie, un peu toutes les immigrations qui sont venues, tous les flux migratoires qui sont venus en France, sont partis de leur pays avec énormément moins d'informations et de possibilités que nous. C'est ça. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de... Même au niveau de la température, c'est bête, hein, mais d'un point de vue humain, quand t'arrivais des Antilles, t'arrivais en décembre à Paris, sans savoir, t'allais chez Tati, et que t'avais vu il y a 5 ans, tu vois, c'était très compliqué. Et en fait, nous, notre génération, je trouve qu'on se pose beaucoup de questions, alors qu'on a beaucoup plus de réponses. Là, je pars à New York, j'ai déjà mon logement, je sais déjà où je vais travailler, je sais déjà avec qui je vais travailler, je peux envoyer des mails dès maintenant pour préparer ce que je vais faire, je peux appeler des gens, je peux prendre rendez-vous, je peux faire des zooms. Donc, être à New York, ça va pas forcément changer la donne tant que ça, en réalité. D'accord. Enfin, dans le mauvais sens du terme. Après, dans le bon sens du terme, ça va être des ouvertures incroyables. Et tu pars avec toute la petite famille ou On va s'organiser pour faire en sorte de faire des échanges pour pas trop déstabiliser ma fille. Bah oui. Et aujourd'hui, Marie-Galante, ce sera que pendant les vacances, j'imagine, puisque tu m'as dit je viens de toute façon habituellement 2 mois d'été. Voilà, tous les étés, mais après, je fais des allers-retours quand même réguliers durant l'année, parce que mes parents sont là-bas, et ça, c'est ma priorité, par contre, dans ma vie. Tes parents sont toujours à Marie-Galante? Oui, exactement, ils vivent là-bas. Ok. Ouais. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur le petit gamin, justement, Marie-Galantais, plus jeune, à 42 ans? Est-ce que tu as pensé, parce que j'imagine, on ne pense pas, moi je me rappelle quand j'avais 5 ans à Marie-Galante, je savais pas encore, je savais même pas que le monde était aussi grand. On connaissait la petite section d'à côté. Tout à fait. Mais quel regard tu portes sur ce petit garçon là, Marie-Galante? Moi, tu sais, alors moi j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai eu la chance de venir aux Antilles très souvent, grâce au congé bonifié de mon père, Big Up La Poste. Merci, c'est important parce que oui, c'est important de le dire quand même. J'avais beaucoup d'amis qui restaient 2 mois, comme on dit, 2 mois à la cité. C'était un peu compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'y aller au minimum tous les 3 ans, sûr et certain, avec des petits séjours en plus. Donc, je tiens à préciser quand même que voilà, c'est pas du tout du French bashing. Voilà, parenthèse fermée. Mais non, mais tu sais, moi, j'ai eu en fait un choc culturel quand j'avais 8 ans. C'est que mes frères m'ont mis devant la télé un soir et m'ont fait regarder un clip d'NTM, donc du groupe Suprême NTM. Et qui était tourné à Saint-Denis. Saint-Denis étant limitrophe avec Épinay-sur-Seine. Tout à fait. Et je vois, en fait, tu vois, donc années 80, la télé, pas de noir, pas de banlieue, on n'existe pas. Quand on existe, c'est pour nous caricaturer.
Et moi, d'un coup, je vois ces jeunes qui me ressemblent, qui parlent comme moi, qui vivent à côté de chez moi, je reconnais les rues. La télé, c'est l'alpha et l'oméga de l'information à l'époque. Bien sûr. Et je vois ça, je me prends cette claque et je me dis, je sais pas ce qui se passe là, mais moi, je veux être là-dedans. Je veux être, je sais pas quelle sera ma place, je sais pas ce que je ferai, je sais pas si je serai un rappeur, une star, un tagger, un danseur, mais je veux être là-dedans. Et ben, si ce petit jeune-là savait que 20 ans plus tard, ben, il collaborerait avec NTM, avec Kool Chain, avec Joe Star, avec plein de rappeurs, qu'on aurait des disques d'or, que des artistes l'inviteraient dans des clips, enfin voilà, qui bosseraient avec 50 Cent, etc. Ouais, je pense qu'il serait plutôt fier de moi parce que la promesse que je me suis faite, ben, je pense que je l'ai tenue, quoi, malgré les difficultés, malgré tout ça. Et surtout, je l'ai fait, je pense, aujourd'hui, je peux le dire, sans concession, quoi. J'ai toujours été entrepreneur, j'ai travaillé dans des structures, mais qui étaient plus des structures amicales que vraiment des structures où j'étais salarié. Voilà, j'étais intrapreneur, comme on dit. Donc voilà, ouais, non, je pense qu'il serait fier de moi. Ouais. Et comment ta famille voit ton succès, justement? Je pense que ma famille ne voit pas mon succès. Ouais. Je pense que je suis le dernier de la famille. Oui. Donc je pense que même si demain je deviens président de la République, je serai toujours, Alexis, leur garçon. Exactement. Hein, mais ah ouais. Ouais. Et tu sais, il y a quelque chose aussi, c'est que je les ai surpris très tôt. Mon frère m'a dit ça un jour. Mon frère s'est confié, il m'a dit, mon frère Tony m'a dit, tu sais Alexis, c'est pas qu'on voit pas ce que tu fais, c'est pas qu'on respecte pas ce que tu fais, mais c'est que tu nous as toujours surpris. T'as voulu faire un magazine à 16 ans. Un mois plus tard, tu rentrais avec ton magazine fait, etc., avec des photos, des trucs imprimés, etc. T'as très tôt bossé avec les gens qui tu voulais bosser. Tu rencontres les gens que nous, on apprécie en tant qu'auditeurs. Un matin, tu nous envoies une photo, t'es avec 50 Cent, le lendemain, t'es avec... Donc, en fait, c'est pas qu'on prend pas conscience de ce que tu fais, mais c'est qu'on a l'habitude que tu nous surprennes. Donc, en fait, c'est quoi la prochaine étape? Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça qui se dit. Et là, je te cache pas que je vivais assez mal. Oui. Du fait que, ouais, les gars, regardez ce que je fais, quoi. J'ai écrit un bouquin, j'ai fait ça, je bosse avec un tel. Et ouais, mais bon, tu sais, enfin, tu vois, là. Oui, c'est une façon de voir les choses, pour eux, c'est normal, quoi, Alexis. Oui, parce que tu les as toujours surpris, exactement. Tu les as habitués peut-être à réussir quelque part. C'est ça. Donc, pour eux, la réussite, c'est presque normal quand ils parlent de toi. C'est quoi le prochain truc qu'il va faire? C'est quoi le prochain incroyable? Et là, maintenant, il part à New York, voilà. Tu vois, c'est normal. Voilà, c'est normal, quoi. Bah oui, bah en fait, c'était logique. T'as fini en France, tu pars à New York. Voilà. Bon, la suite logique. Mais voilà, en tout cas, c'est... Mais après, dans tous les cas, ma famille m'a toujours soutenu à fond, m'a toujours... Bien sûr. Voilà, ça, c'est quelque chose, c'est très important d'avoir ce cercle familial autour de soi parce que, waouh, et puis moi, c'est drôle parce que je suis un concentré, une somme de mes deux frères, clairement, tu vois, je suis un mélange de toutes leurs influences à chacun. Et donc, je pense que sans eux, ouais, j'aurais été très, très différent. Tu as combien de frères et sœurs? Deux frères. Deux frères, d'accord. Vous êtes 3 garçons? Ouais. Waouh. Et je suis vraiment le petit dernier, hein. J'ai 5 ans et 7 ans de différence avec eux. Donc, d'accord. J'ai vraiment été couvé par mes grands frères. Super. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu as envie de réaliser ou que tu as envie de faire, mais que tu n'as jamais dit à personne? Je vais te dire quelque chose d'un peu personnel. C'est à la fois professionnel et à la fois personnel. C'est que, tu sais, moi, j'ai grandi avec une vision très fermée du monde. C'est-à-dire que la France était le maximum qu'on pouvait atteindre. Et j'ai vraiment envie que de donner à ma fille l'occasion, les armes, l'argent, les opportunités pour qu'elle puisse réfléchir sa vie dans le monde entier. D'accord. Qu'elle soit pas forcément rattachée à une nation, à un pays, à une provenance, et qu'elle puisse se dire si demain j'ai envie d'aller en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, voilà, qu'elle puisse avoir que ce soit pas quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment quelque chose de naturel et qu'on fasse un plan ensemble. Voilà, papa, je suis fan de telle chose qui se passe en Côte d'Ivoire, j'ai envie de travailler là-dedans. Ok, ben d'accord, ben comment on s'organise, comment on fait, tu vois. Ou en Asie, voilà. C'est vraiment... Et si elle te dit, je veux être influenceuse? Ben, ça dépend ce que... Moi, on m'a élevé en me disant, ne te laisse pas influencer. Tu vois, c'est ce qu'on nous disait. Exactement. Tu vois, donc maintenant, apparemment, c'est un métier d'influencer les gens. Donc ça dépend sur quoi t'influences les gens. Bien sûr. Si t'influences les gens à aider les autres, si t'influences les gens à sauver des gens, si t'influences les gens à aider son prochain, si t'influences les gens à ne pas considérer la femme, tu vois, à considérer la femme comme l'égale de l'homme. Voilà, ça, moi, je l'aiderais et voilà.
Après, si t'influences les gens à acheter des produits d'Asie qui polluent la planète et qui truc, ouais, non, je lui dirais, il y a peut-être mieux à faire. Et surtout, j'ai travaillé tout ça de temps pour éviter que tu fasses ça, donc autant que tu vises un peu plus haut. L'idée, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour la suite, puisque tu as déjà accompli pas mal de choses. Évidemment, tu n'as pas terminé. Hein. L'idée, c'est au Max Books. C'est ça, on prononce ça, au Max Books a 5 ans d'existence. Donc, évidemment, pour moi, c'est encore une jeune entreprise. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'imagine que tu as encore plein de livres à éditer. On attend celui de... Comment il s'appelle déjà? Jay-Z. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh ben, basiquement, je te dirais la santé. Oui. Parce que... on commence à y penser à 42 ans, en fait. Déjà, mais tout à fait, déjà, la santé à tous les niveaux. Parce que le travail, la motivation, l'inspiration, les défis internationaux, les connexions avec les entrepreneurs et personnalités, ça, je m'en occupe. Il n'y a pas de problème. La gestion d'équipe, le travail, porter des cartons, faire ce qu'il y a à faire, ça n'a pas de problème. Mais tu peux rien faire sans la santé, quoi. Bien sûr. Donc, si tu peux me souhaiter la santé et faire en sorte qu'elle soit bonne toujours, voilà, Ben, écoute, je te souhaite la santé. Et ben, voilà, parce qu'en plus, je suis plus vieille que toi. Ben, très bien. Donc, je suis d'autant plus consciente que la santé, c'est primordial. Ben, souhaitons-nous la santé mutuellement. Exactement. Voilà. Ben, écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je tiens à vous dire qu'Alexis m'a emmené des petits cadeaux. Tout à fait, c'est très bien. D'habitude, tout le monde les invite et m'emmène pas de cadeaux. Donc, je suis très contente. Pour les prochains. Petit message. Voilà. Je t'ai offert un carnet. Tout à fait. Avec des pages blanches. Tout à fait. Je te souhaite d'écrire toute la suite de ton histoire. Merci beaucoup. Voilà. Et d'éditer encore plein d'artistes, de stars, et pourquoi pas moi un jour. Hein. Mais il sera déjà en français. On va moins qu'écrire en créole. Peut-être qu'un jour, on aura aussi tellement créé un pont. Ben oui, que tu pourras effectivement méditer. Exactement. Pour l'anglais. Parce que moi, je suis nulle en anglais. Hein, et bien justement, il y aura du boulot à faire. Exactement. Merci Alexis. Merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à l'Influence par Béatrice Potoni. On se voit bientôt avec une belle personnalité publique. À bientôt.